c'est une direction qui est venue récemment sous les feux de la rampe, hein, parce que c'est une administration qui a toujours connu des directeurs de domaine, mais je sais que beaucoup, vous n'en connaîtrez pas beaucoup, hein, parce que c'est peut-être qu'un homme politique l'a occupé, et c'est pourquoi il y a eu beaucoup de publicité autour de ça. D'ailleurs, j'en profite pour lui rendre un bel hommage, hein, parce que les outils modernes de gestion ont été mis en place dans cette direction. Je les ai trouvés sur place avec des applications qui permettent de suivre le courrier quand on est un requérant, quand on est un usager du service public. Donc il y a beaucoup d'efforts de modernisation qui ont été faits. Maintenant, il y a aussi la direction du domaine évolue dans un cadre où il faut le plus souvent attendre l'impulsion de l'autorité centrale. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une commission de réforme foncière qui a travaillé et dont les conclusions sont là. Et ça mérite qu'on attende déjà les instructions du président de la République pour le savoir. Mais les demandes des Sénégalais sont là, elles ne peuvent pas attendre. Et c'est pourquoi donc mon objectif premier est de penser surtout à purger le courant qu'il y a ici. Parce que du fait des multitudes de demandes qu'il y a, il faut qu'on fasse un effort pour satisfaire les Sénégalais de ce côté-là. Donc je me suis fixé un objectif à court terme. Quand j'ai pris service, j'ai remarqué avec l'équipe que j'ai trouvée sur place qu'il y avait beaucoup d'instances au niveau de nos différents bureaux. Et ça, c'est quelque chose qui impacte aussi sur la vision de l'usager sénégalais sur le service public que nous nous rendons. Donc je me suis fixé comme objectif avec cette équipe et de concert avec les membres de la commission de contrôle des opérations domaniales, un objectif pour que dans les 2 mois, on puisse vider toutes les instances qu'il y a ici dans le respect strict de la loi. Donc ça, c'est mon urgence pour les 2 prochains mois, parce que c'est une attente forte des Sénégalais. D'ailleurs, quand j'ai pris fonction, beaucoup d'acteurs de la société civile m'ont appelé pour dire que c'était une demande forte. Donc il faut qu'on prenne en charge cette question-là. Et puis maintenant, penser à avoir une approche novatrice, parce que bon, c'est vrai qu'on attend toujours les conclusions, en fait l'application des directives que le président voudra bien prendre sur les conclusions de la CNRF, mais en attendant, on sait aussi d'où viennent le plus grand nombre de requêtes. Donc c'est surtout sur les questions de régularisation, donc sur le terrain du domaine national, donc c'est les immatriculations. Et on va déployer une nouvelle approche pour pouvoir créer une approche globale pour tout le Sénégal, pour voir comment changer les donnes que nous avons actuellement. Parce que si nous attendons toujours les demandes individuelles pour les régularisations, il y a une surcharge de travail et parfois, donc, puisque les procédures sont compliquées, les Sénégalais méconnaissent les règles qui sont inhérentes à une procédure d'immatriculation. Et du fait de cette méconnaissance et du fait aussi qu'on n'explique pas, nous aussi, administration, les gens ont tendance à penser que ce sont des dossiers qui durent. Parfois, c'est la procédure qui est longue. Donc, il y a beaucoup d'autres challenges, hein, sur notamment la volonté du chef de l'État de pouvoir délivrer des titres plus sécurisés aux populations sénégalaises, pour lesquels beaucoup de procédures ont été faites, mais il faut finaliser. Donc, entre autres, voilà quelques missions que nous allons devoir dérouler, surtout dans le très court terme, étant entendu que nous n'oublierons pas aussi une partie de la vocation fiscale de la direction des domaines, de même que les autres missions, parce que la direction des domaines est essentiellement un des partenaires stratégiques de l'État sur les grands projets. Donc c'est beaucoup de choses qui vont en même temps devoir aller de concert et nous sommes prêts pour le faire. Nous sommes inspecteurs des impôts et des domaines de profession. Donc quand on sort de l'école, nous sommes tous inspecteurs des impôts et des domaines. Maintenant, du fait des charges de travail, il y en a beaucoup qui se spécialisent aux impôts. Moi, j'ai commencé par ça. J'ai fait les 7 premières années de ma carrière comme inspecteur des impôts dans les centres classiques. Après, donc, à partir de 2007, j'ai commencé à pratiquer les domaines parce que j'étais déjà chef du centre des services fiscaux de Fatick. Et là-bas, vous avez ce qu'on appelle des bureaux à toute attribution. C'est-à-dire que vous avez des compétences foncières, en fait foncières et fiscales. Donc là, donc, nous étions déjà assez bien formés, assez bien outillés pour pouvoir mener cet exercice. Et après, je suis retourné aux impôts avec le centre des parcelles assainies. C'est quand que le président m'a nommé directeur des services régionaux que j'ai eu encore une fois une compétence en matière domaniale sur tout le reste du Sénégal, sauf Dakar. Donc, ce n'est pas un métier qui m'est nouveau. J'ai été parfois inspecteur des impôts stricts, parfois inspecteur des domaines et parfois les deux. Donc, je connais. Et puis, bon, vous savez, à un certain niveau de responsabilité,
Vous avez peut-être l'impulsion, mais le travail technique, les recherches qu'il faut faire sont faites. Le travail là plutôt est fait par une équipe. Et cette équipe-là, elle est constituée d'agences chevronnées qui sont à la direction des domaines et au niveau aussi des différents bureaux dans tout le Sénégal et qui ont la compétence pour pouvoir le faire. Donc, mon opinion maintenant dans cette mission nouvelle, c'est de penser que la Terre, elle a été là, elle a toujours été là, elle n'a pas changé de configuration. C'est peut-être les enjeux ou l'animation autour des questions de la Terre qui sont problématiques. Et c'est pourquoi les gens ont problème avec ça. Les Sénégalais ne comprennent pas. Mon job, c'est de dépassionner les choses et de montrer que c'est une banalité que l'exercice de ce type de compétences. Le président déjà s'est inscrit depuis 2012, parce qu'il faut comprendre déjà l'approche globale. En 2012, il y avait plus besoin de rattraper. Il y avait, c'est vrai, beaucoup de soucis dans notre pays sur ce qu'on appelle la question de l'inéquité entre les terroirs. Donc vous aviez parfois certains centres urbains ou certaines régions qui étaient mieux lotis du point de vue des commodités qu'il faut pour les populations sénégalaises qui y vivent. Donc il y a eu beaucoup de rattrapages qui ont été faits de ce côté-là, avec le PUDC, PUMA, etc. Beaucoup d'efforts aussi ont été faits du point de vue des infrastructures d'envergure, parce que c'est une nécessité dans notre pays. C'est maintenant qu'on pense à avoir en effectivité tous les types de transports, aériens, ferroviaires, maritimes et terrestres. Donc c'est beaucoup de visions qui nous ont amenés à ces résultats. Et je pense que si les Sénégalais ont réélu le président, c'était sur la base d'abord du bilan, qui était très bon, mais qui montrait aussi qu'il y avait de nouveaux défis. Et ces nouveaux défis ont été matérialisés dans le programme qu'il avait soumis aux Sénégalais avec les 5 grandes initiatives et les 3 axes là qui ont été déployés. C'est ça qui a permis d'avoir ce challenge. Mais maintenant, tout le monde sait que le jeu politique dans ce mandat qui est le dernier mandat du président Macky Sall pourra être à la fin du mandat un exercice compliqué. Parce que dans ses propres flancs de la mouvance présidentielle naîtront des ambitions présidentielles. D'ailleurs, je pense qu'il y a 1 ou 2 partis alliés qui ont déjà dit qu'ils auront un candidat en 2024. Quand on veut être candidat en 2024, on va commencer à y travailler. Donc, en même temps, dans le parti APR, il y aura certainement des ambitions. Personne ne l'interdit d'ailleurs, sans compter les autres Sénégalais. Donc, je pense que le président sait que sur un mandat de 5 ans, il va devoir gérer un agenda politique aussi pour pouvoir régler toutes les questions de la préparation de l'élection présidentielle de 2024. Aujourd'hui, il considère dans la réforme majeure, c'est ce que je lis dans la formation du gouvernement, l'information numéro 1, c'est la suppression du poste de Premier ministre. Parce que ça lui permet, lui, d'être directement en face des problèmes des Sénégalais et de mieux agir, de mieux contrôler les instructions qu'il donne. Et donc, il ne faut pas qu'on en ait peur, parce que les opposants ont amené un débat ailleurs, mais notre pays a connu deux fois un régime sans Premier ministre. Pour autant, ça n'a pas conduit à un régime de succession de type d'évolution, n'est-ce pas? Donc nous avons connu ça et je pense qu'il fallait évaluer ce qui a été fait en termes de bon par le Sénégal à ce moment-là et voir si ça pouvait rassurer. Mais bon, ils n'ont pas mené le débat comme ça. Donc l'enseignement premier que je tire de la formation du gouvernement, c'est que lui considère que compte tenu des ambitions qu'il a pour le Sénégal sur le volet social, sur le volet des infrastructures et sur tous les autres secteurs, il préfère s'engager directement. Ça lui permet de gagner du temps et ça lui permet de mettre de côté toutes les questions de politique qui vont pouvoir être en fait une gêne dans les 5 prochaines années. Et c'est une bonne chose parce que ce qui doit importer aujourd'hui le président, c'est la satisfaction des besoins des Sénégalais. Donc, et l'autre enseignement que j'en tire, et d'ailleurs avec beaucoup de plaisir, c'est le rôle de plus en plus important des femmes et des jeunes dans le processus décisionnel. Donc vous voyez, un gouvernement qui a déjà 25% de femmes, et c'est un effort qui a été fait dans notre pays. Maintenant, le souhait est qu'on puisse aller à la parité. Ce n'est pas impossible parce qu'il y a beaucoup de femmes compétentes autour du président de la République et aussi dans le pays. Donc ce n'est pas impossible qu'on y arrive, mais au moins on donne la direction. J'ai vu aussi avec plaisir beaucoup de jeunes qui ont pu intégrer le gouvernement et qui étaient dans l'antichambre parce que le président a pu les tester et regarder, en fait, voir leur talent ou leurs compétences à d'autres niveaux de responsabilité parce qu'ils étaient dans l'antichambre du gouvernement. Donc, je pense et je suis rassuré
parce que ils ont tous compris les orientations. Il faut aller vite. Je peux donner un exemple parce que celui-là est quelqu'un que je connais particulièrement. Mais quand vous vous rendez compte, à l'investiture du président, il avait parlé des comportements nouveaux, notre rapport avec la salubrité. Et j'ai vu déjà qu'un ministre de sa nomination a pris le taureau à bras-le-corps et commence à donner de bons résultats. Donc, je sais vous dire que cette touche nouvelle-là, la jeunesse qu'on apporte dans un gouvernement, peut apporter beaucoup plus d'énergie. Maintenant, les personnes les plus âgées continueront d'être les sages du gouvernement. Le président de la République, lui, déjà, a toujours insisté et a toujours mené en direction de l'opposition, des autres segments du peuple sénégalais, cette démarche-là, pour qu'on puisse se concerter sur les questions fondamentales. Donc, ce n'est pas un dialogue pour qu'on soit, comment on dit, ce n'est pas deux personnes qui se querellent et qui dialoguent pour se réconcilier. Non, ce sont des concertations qui doivent permettre de prendre des décisions d'envergure, autant sur le processus électoral que sur les questions de gouvernance. Je rappelle donc que quand même nous sommes sortis d'une élection présidentielle. Avant ça, nous avions connu une élection législative. Les élections législatives ont donné comme principal enseignement que si on n'arrêtait pas la floraison de listes, on allait avoir des élections très difficiles au Sénégal. D'accord ? Le président a appelé à une concertation pour qu'on parle de ça. Malheureusement, il y en a qui ont fait la politique de la chaise vide et qui se sont victimisés après pour parler du parrainage. Parce qu'ils auraient dû être membres du processus. Le parrainage était une nécessité, mais on aurait pu trouver peut-être un meilleur cadre d'encadrement s'il y avait les propositions de chacun. Donc nous sommes sortis aussi d'une élection présidentielle où lui est sorti victorieux, mais où on se rend compte que quand même, il a fallu déjà, pour que l'organe qui contrôle la validité parrainage fasse appel à des structures de la société civile pour pouvoir voir la sincérité du processus. Donc, après ce processus aussi, beaucoup de candidats à la candidature ont été recalés. Donc, il est bon qu'aujourd'hui, dans des concertations comme ça, on puisse poser ce problème et qu'on dise qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour les échéances à venir, avec notamment les élections locales. Donc, ces concertations nous parlent de ces questions-là. Il est bon que les différents partis politiques et les différents segments de la vie politique, en fait, de la vie sénégalaise puissent s'asseoir ensemble pour discuter de ces questions. Bon, maintenant, c'est dommage que certains posent encore les mêmes préalables et ce sont les mêmes qui ont utilisé cette pratique-là lors des concertations après les élections législatives et qui vont à nouveau après nous dire qu'il n'y a pas eu de dialogue. Et j'espère que les intérêts du Sénégal pourront être sauvegardés dans le cadre des concertations dirigées par le ministre de l'Intérieur. Kolda, c'est chez moi. Donc, j'ai tendance à dire que quel que soit le niveau de réussite qu'on a, et qu'on se rende compte que d'où tu viens, donc il n'y a pas autant en termes de réalisation, les gens vont penser, de toute façon, ils vont te rattacher à la localité. Donc, pour moi, aujourd'hui, mon combat principal, c'est Kolda. Parce que je viens de là-bas, je connais aussi les détresses que vivent les populations, parce qu'il faut être lucide. Kolda est une région que j'appelle la région des paradoxes. D'accord ? Si c'est ce que Dieu nous a donné en termes de commodité, on a tout. De belles terres, donc pour faire de l'agriculture, nous avons de grandes surfaces pour faire de l'élevage, nous avons beaucoup de pluie, nous avons beaucoup de ressources forestières, etc. Mais si on regarde ce qui est mis en place comme instrument de mesure pour savoir si une ville ou en tout cas une localité est développée ou pas, je vois que Kolda est derrière. Bon, donc ça signifie qu'on a les potentiels pour développer notre région, mais qu'on n'a pas peut-être utilisé les outils qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc c'est ce combat-là que je mène pour que le potentiel de Kolda soit valorisé au bénéfice de la région. Donc ça demande beaucoup de concertation parce que aussi nous avons beaucoup de ressources humaines là-bas, autant du point de vue politique que du point de vue des autres acteurs qui sont dans les mouvements associatifs, dans la société civile, etc. Donc, mais c'est ensemble qu'on peut rêver d'un meilleur destin pour notre localité. Donc mon ambition, c'est ça, c'est de faire de sorte que nous puissions transformer ce que nous avons comme potentiel en opportunité pour les populations de la région.